J'ai bien apprécié votre comparatif entre la crise coronavirus, la crise du réchauffement climatique, qui montre que les enjeux sont mondialisés. Mais en revanche, je n'ai pas retrouvé dans votre équation plusieurs facteurs qui me semblent importants, comme les équilibres géopolitiques. On voit que par exemple la décarbonation de l'économie, le non-recours aux matières premières mènerait quand même à des crises majeures, par exemple au Moyen-Orient. Je n'ai pas retrouvé les enjeux démographiques. Et surtout, un point qui me semble essentiel et que nous, maîtres d'ouvrage routiers, exploitants routiers, on se retrouve confrontés, c'est la problématique de la production et de l'extraction de matières premières chez nous. Je vous citerai deux exemples. Vous avez dit que, par exemple, il fallait produire de la batterie en Europe. Mais je veux dire, en Europe, particulièrement en France, on a quand même une législation environnementale qui est, à juste titre, de plus en plus sévère. Comment produire, extraire des terres rares en France, par exemple? Comment ne pas sous-traiter la partie un peu noire, je veux dire, de ces technologies vertes dans notre microcosme européen, ne pas le sous-traiter dans les jeux du tiers-monde? Un autre exemple, par exemple, actuellement, on a une crise sur les matières premières pour le marquage routier. Le marquage routier, c'est produit essentiellement avec du dioxyde de titane, qui est produit sur une dizaine d'usines dans le monde, qui sont pour la moitié en Chine parce qu'elles polluent. Il y en a une au Texas qui a pris feu. Et donc, on s'aperçoit que voilà, cette matière première polluante qui n'est pas produite chez nous, la rupture d'approvisionnement provoque une flambée des coûts et des problèmes très concrets que nous on rencontre. Donc on va dire, il faut mettre des usines chez nous, mais quelque part, comment mettre des usines chez nous avec notre régime de haute qualité environnementale? Et enfin, un dernier exemple, je pense que mes collègues d'Adréal, ils sont aussi directement confrontés. Comment nous, on aménage des routes, on exploite des routes, alors que ça devient de plus en plus difficile de construire des nouvelles infrastructures, et même des fois d'exploiter des infrastructures. Je vous donnerai un exemple très concret. On a des ouvrages d'art, par exemple, qui sont proches d'états de rupture, et sur lesquels on nous demande de décaler les interventions pour préserver des chiroptères. Vous voyez, des chauves-souris. Et donc clairement, j'aimerais votre avis sur cette espèce d'ambivalence qu'on a à gérer. Bon, sur le dioxyde de titane, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je ne connais pas le dossier. Hein. Bon, ceci dit, c'est évidemment extrêmement important. Les questions que vous posez. Sur le volet géopolitique, je pense que on ne va pas revenir, et c'est vrai aussi bien pour les matières premières non agricoles que pour les matières premières agricoles. On ne va pas revenir à des économies autarciques ou même à des territoires autarciques. Hein. Souvent, quand on regarde même certains volets de plans territoriaux, on a l'impression que on vise non, on va pas viser l'autarcie. On a besoin des échanges, on a besoin du commerce. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut modifier les règles du commerce international pour mieux protéger l'environnement, mais aussi garantir des sécurités d'approvisionnement. Donc ça, je pense que c'est le premier point. L'idée de mettre plus de résilience dans mon esprit ne veut pas dire qu'on va aller vers de l'autarcie. Ça veut dire qu'on va donner une autre échelle des priorités entre notamment les variables environnementales et les variables économiques. Alors, sur le volet général sur les métaux, je pense qu'on est en train de découvrir qu'il y a quand même relativement peu, jusqu'à présent, de recherche et développement qui ont été faites sur la façon dont on peut trouver des systèmes de production qui réutilisent mieux les matériaux initiaux et qui économisent ceux qui sont les plus difficiles à produire de façon propre. Bon, notamment, c'est la question des aimants dans les éoliennes. Bon, la question du bois aussi dans les éoliennes, qui est un vrai problème. Donc ça, je connais un peu. Bon.
Et là, il y a des progrès à faire. Alors après, il y a un deuxième volet qui est non pas l'extraction, mais le raffinage. Le problème, le monopole de la Chine, il est beaucoup plus sur le raffinage que sur l'extraction proprement dite. Et là, si j'étais naïf, je dirais, on va convaincre les Chinois de se mettre eux-mêmes. Bon, mais bon, je ne suis pas naïf, je ne suis plus naïf. Bon. Je pense qu'il faut accepter de mettre plus d'argent pour faire la même chose. C'est une question de choix, ça, si vous voulez. De même que si on est un consommateur individuel responsable, on va accepter de mettre plus cher pour avoir un produit plus propre ou qui répond plus à des normes sociales. De même, si on veut être responsable au niveau de nos politiques, il faut accepter dans certains cas de mettre plus d'argent que... Après, sur les chauves-souris, je ne connais pas très bien votre problème avec le chauve-souris et les infrastructures, mais il y a un énorme problème sur les chauves-souris et les éoliennes. Enfin, énorme, pas exagérer. Il y a un problème sur les chauves-souris et les éoliennes. C'est-à-dire que, mais il faut les traiter avec lucidité, ces choses. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans l'implantation des éoliennes les couloirs qu'on connaît sur le vivant, et ne pas mettre les... Mais bon, j'en ai discuté. Je vous réponds sur les domaines que je connais. Je ne peux pas sur votre première infrastructure, je ne le connais pas. Donc mais sur les éoliennes, donc j'en ai pas mal discuté avec des gens, des spécialistes du Muséum d'histoire naturelle. Bon, ils vous disent, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais attention, le premier problème vis-à-vis des mammifères ou des oiseaux volants, c'est pas les éoliennes, c'est les gratte-ciel et les lumières la nuit. C'est-à-dire que laisser allumer la défense la nuit, c'est mortel. Beaucoup plus grave que... Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aller... Est-ce que chez nous, il y a un vrai risque géopolitique de perte de compétitivité industrielle parce qu'on a des normes environnementales sévères? La question mérite quand même d'être posée parce que, en même temps, nos normes environnementales donnent aussi d'autres avantages de compétitivité dans certains cas. Donc, vous voyez, la balance entre les deux est quand même pas si facile que ça. Là encore, moi, je crois un peu à la... Bon, le problème, c'est que je suis peut-être un peu optimiste parce que je me force à l'optimisme, mais moi, je crois beaucoup à l'économie de la connaissance aussi. Donc, je pense que aujourd'hui, on est dans des... Nos progrès de connaissance permettent aussi de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas résoudre il y a encore 5 ou 10 ans, notamment sur ces matériaux. Et puis, les terres rares, je rappelle juste un point quand même. Il ne faut pas se tromper. Le vocabulaire est très trompeur. Les terres rares ne sont absolument pas rares. Les terres rares sont très abondantes. Ce qui est rare, c'est la concentration des minerais dans les terres. C'est pour ça que ça s'appelle terres rares. Et donc, la vraie rareté, elle est dans la capacité d'extraire des matériaux qui sont très faiblement concentrés dans des monts. Donc, c'est là où la technologie propre peut être très intéressante, mais c'est vraiment des gains sur la capacité de transformation plus que sur aller chercher le minerai. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les éléments. Alors après, si vous rentrez dans tous les éléments, mais dans la plupart des éléments dont on a besoin, ce n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est la capacité d'extraction. Et comme on n'est pas stratégique, et que, en général, les Asiatiques sont plus stratégiques que nous, et plus particulièrement, les Chinois sont beaucoup plus stratégiques que nous, ça fait à peu près 20 ans que les Chinois travaillent là-dessus. Et une partie de leur avantage compétitif est effectivement provoquée par des conditions sociales qui ne sont pas les nôtres, mais pas toujours. Et il faut souvent aller regarder de plus près, parce que moi j'étais très étonné. Plusieurs fois, on m'a dit, regarde, les Chinois font... Et puis tu vas en Chine et tu vois qu'en fait, c'est pas que... Ils ne font pas travailler des gosses dans des dortoirs, c'est que simplement, ils ont anticipé des choses qu'on n'avait pas anticipées. Je vais vous raconter juste une anecdote. C'était en 2012-2013, je crois. C'était un colloque international sur la mobilité. C'était le Challenge Bimendum, organisé par Michelin. Et donc, j'ai bouffé une table.
avec un collègue qui était le directeur de l'étude des moteurs, je crois, à l'université de Shanghai. Machin. Ils ont des promotions de 400 étudiants par an. Et il m'a dit, vous savez, il y a un truc que je ne comprends pas. Chez Volkswagen, ils ont moins de 10 ingénieurs électriques, véhicules électriques. Moi, chaque année, je sors 150 ingénieurs sur les batteries. Dans une école à Shanghai. Donc, pour vous dire le degré d'anticipation, vous voyez, donc il ne faut pas s'étonner hein, si aujourd'hui tous les Volkswagen et autres PSA, ils ont vachement la trouille vis-à-vis des Chinois, parce que simplement, nous, on a pris conscience de l'enjeu batterie il y a 4-5 ans. Hein. Eux, ça fait, c'est aussi ça qui joue.